Serment de liberté, votre opinion compte. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis très ravi de vous présenter cette émission, votre Serment de liberté, une émission où chacun nous rencontrons des spécialistes dans n'importe quel domaine qui nous donnent leur avis, qui nous donnent leur expérience pour éclairer la lanterne de la population que vous êtes, que nous sommes, pour en savoir comment se comporter pour que notre avenir soit encore un peu plus meilleur. Aujourd'hui, nous parlons santé avec un spécialiste, un docteur professeur Bouyamba, que j'ai le réel plaisir de recevoir ici. Je rappelle que nous sommes dans son bureau aux cliniques universitaires. On va parler de l'hypertension artérielle. Professeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien, et vous-même, professeur? Ça va. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de parler avec vous aujourd'hui sur l'hypertension artérielle. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, vous avez été orateur dans un symposium où on parlait notamment de ces sujets. Professeur, pour les non-initiés, que peut-on entendre parler de l'hypertension artérielle? Parler de l'hypertension artérielle, c'est d'abord parler de la pression artérielle. Parce que l'hypertension artérielle indique des conditions dans lesquelles cette pression artérielle est anormalement élevée. Qu'est-ce que c'est que la pression artérielle? Eh bien, le sang circule dans notre corps à travers des tuyauteries élastiques qu'on appelle les artères. Et ce sang, pour que ces artères restent ouvertes et qu'ils puissent circuler, exerce une force sur la paroi de ces artères. Et cette force varie avec l'activité du cœur. Et donc, il y a deux moments dans l'activité du cœur. Un moment où le cœur se contracte pour envoyer le sang. À ce moment-là, la pression est élevée. Et le moment où le cœur se relaxe pour recevoir lui-même du sang, à ce moment-là, la pression baisse. C'est pourquoi la pression artérielle est présentée sous forme de deux chiffres. Un chiffre plus élevé qui correspond à cette contraction du cœur, un chiffre un peu plus bas qui correspond au moment où le cœur se relaxe. Et donc, cette pression a des valeurs normales qui sont inférieures à 120 sur 80 mm de mercure, on dit en abrégé 12 sur 8. Et donc en dessous de 12 sur 8, on considère que la pression artérielle est normale. Alors on parle de hypertension lorsque la pression artérielle est au-delà ou est égale à 140 sur 90 mm de mercure. Eh bien, ce sont ces chiffres-là qui font que on traite un individu d'être hypertendu. Mais il faut que ces chiffres élevés soient retrouvés à plusieurs occasions. Pas seulement vous élevez une fois, on trouve 140 sur 90, on dit vous êtes hypertendu. Non, il faut qu'on vous recontrôle, qu'on recontrôle, plusieurs fois. Et si ça reste toujours à ce niveau-là, ou plus, eh bien, vous êtes hypertendu. Parce que la pression peut varier avec plusieurs conditions de la vie normale. Ça, c'est vrai, professeur, on va en parler, mais on veut bien savoir qu'est-ce qui cause cette tension artérielle, professeur? L'élévation de la pression artérielle, c'est-à-dire dans le sens de déterminer une hypertension, sur 100 malades qui ont cette élévation, pour plus de 95, on ne connaît pas la cause. On dit que c'est une hypertension essentielle. Les autres pas d'origine génétique, etc. Je vais y arriver. Alors pour à peu près 5%, un peu moins de 5%, on peut trouver une cause. Et donc c'est quand même rare d'avoir une hypertension qui a une cause. La plupart, c'est des cas où il n'y a pas de cause. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui prédisposent
à l'élévation de la pression et donc à l'apparition de l'hypertension. Et parmi ces facteurs, il y en a qu'on peut modifier, il y en a qu'on ne peut pas modifier. Et bien parmi ceux qu'on ne peut pas modifier, il y a l'hérédité. Donc les gènes qu'on a reçus des parents. De sorte que si les parents eux-mêmes ont été hypertendus, le risque pour l'individu d'être hypertendu lui-même, eh bien, ce risque-là est plus grand que pour les individus nés des parents qui ne sont pas hypertendus. À côté des gènes, il y a l'âge. La pression artérielle augmente en fonction de l'âge. Et donc, le vieillissement perturbe les vaisseaux dans lesquels le sang circule et ces perturbations peuvent créer des anomalies susceptibles d'élever la pression artérielle. Et enfin, nous avons le sexe. On est un homme ou on est une femme, mais le sexe masculin est plus prédisposé à faire une élévation de la pression artérielle et même les maladies cardiovasculaires en général que les femmes un peu plus tôt dans la vie. Mais qu'est-ce qui explique cette différence, professeur? Probablement la dotation hormonale. Nous avons parfois, pendant la période de reproduction active, les femmes sont plus ou moins protégées par des estrogènes. Et quand ils deviennent ménopausés, ils ressemblent aux hommes dans ces cas-là. Donc, le risque devient plus ou moins similaire. Alors ça, ce sont les facteurs qu'on ne peut pas modifier. Mais à côté de ces facteurs, il y a d'autres facteurs modifiables qui sont modifiables. Tout à fait. Liés à notre comportement, liés à notre alimentation. Par exemple, la consommation abusive de sel, la consommation abusive d'alcool, l'inactivité physique, le surpoids, l'obésité sont parmi les facteurs qui peuvent s'accompagner d'une élévation de la pression artérielle auquel il faut ajouter notamment l'inactivité physique. Voici parmi les facteurs les plus essentiels. Alors, vous avez parlé de l'obésité, ou soit, mais ça veut dire toute personne qui a une masse assez un peu considérable est facilement exposée à cette tension artérielle, professeur, quel que soit son âge. Disons que si on a deux personnes qui se ressemblent en toutes choses, mais qui diffèrent seulement parce que l'une est obèse, l'autre ne l'est pas, l'obèse a beaucoup plus de risques d'avoir une pression artérielle élevée et de faire une... Ça, c'est d'une manière générale. Mais ces obésités sont aussi différentes. L'obésité par une accumulation de graisse dans les viscères viscérales est encore plus à risque que d'un risque plus élevé lié en partie à l'hypertension comme au diabète sucré. Alors, professeur, vous dites aussi parmi les causes, c'est aussi la consommation abusive du sel. Est-ce que dans la composition du sel, peut-être c'est de la chimie, il y a possibilité peut-être qu'on réduise la dose, même si la personne peut consommer au-delà, mais ça ne peut pas lui exposer à la tension artérielle? Disons que le sel que nous consommons d'habitude, c'est les chlorures de sodium. C'est ce qu'on appelle le sel de cuisine, le sel habituel. Et ces chlorures de sodium, nous l'aimons essentiellement parce qu'il apporte le goût à l'alimentation. Et d'ailleurs, dans tout ce que nous appelons les goûts, les tubes, ceci, tubes, cela, que les mamans utilisent pour améliorer les goûts des aliments, ça contient toujours beaucoup de sel. Aujourd'hui, nous pensons que les aliments contiennent
suffisamment de sel par eux-mêmes. Le sel que nous ajoutons, c'est celui-là qui amène le goût, qui change le goût, et c'est celui-là aussi qui expose. Regardez, les animaux vivent dans la nature, ils mangent. Est-ce qu'ils ajoutent du sel à leur nourriture? Non. Et c'est pour cela que spontanément, certaines maladies sont moins rares chez l'animal que chez l'homme qui ajoute le sel. Nous recommandons la consommation de sel, maximum 5 grammes par jour. Si on peut avoir une telle consommation, eh bien, il y aurait moins de risques d'élever la pression artérielle et d'avoir toutes ces affections et complications cardiovasculaires. Alors, professeur, quelles sont les conséquences à court et à long terme de la personne qui héberge à lui déjà la tension artérielle? Oui, vous savez, l'hypertension artérielle est une maladie qui a un caractère, c'est de n'avoir pas de signes propres. Il n'y a même pas de symptômes. Beaucoup de malades peuvent vivre avec une pression élevée sans qu'il y ait de symptômes. Et c'est pour cela qu'on l'appelle tueur silencieux. Et donc la maladie peut ne se manifester qu'à l'occasion des complications. Et alors ces complications qui peuvent être, qui sont morbides, qui peuvent être mortelles, et à ce moment-là, la maladie peut se manifester. N'a pas de signes propres. Le seul signe vrai, propre de la tension, c'est la pression artérielle élevée, que le médecin ou le malade lui-même peut prendre en mesurant sa pression artérielle. Mais en dehors de ça, les signes, il n'y en a pas. Il peut y avoir quelques signes fonctionnels, comme des maux de tête, des vertiges, de vision de mouches volantes, mais qui ne sont pas liés forcément à la pression artérielle elle-même. Alors, à cause de ça, et c'est ça la gravité de la maladie, peut se manifester seulement à l'occasion de ces complications. Et quelles sont les complications? Les complications de l'hypertension concernent divers organes de notre corps. L'hypertension peut attaquer le système nerveux, et ceci peut donner des accidents vasculaires cérébraux, qu'on dit AVC. Je pense tout le monde connaît le mot AVC. Je n'entre pas dans les détails. L'hypertension peut entraîner, toujours au niveau du système nerveux, à la longue, peut perturber les facultés cognitives et même déboucher sur une démence de type Alzheimer. Ah bon? Oui, l'hypertension, la démence peut amener à la longue. L'hypertension peut attaquer le cœur lui-même. Avec le cœur, il peut donner le cœur qui devient épais, gros, et qui est gonflé, donner donc ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Le cœur ne fonctionne plus correctement. L'hypertension peut attaquer le rein et déboucher sur l'incapacité de rein de faire son travail, d'épurer le sang et donner une insuffisance rénale. L'hypertension peut attaquer l'œil et créer une atteinte au niveau de l'œil qui peut aller jusqu'à la cécité. Et enfin, l'hypertension peut attaquer les vaisseaux, les vaisseaux du corps, les artères, et entraîner l'incapacité de l'individu même de se mouvoir parce que ces vaisseaux sont. Et donc ça, ce sont les atteintes que l'hypertension peut entraîner, qui rendront l'individu malade et qui peuvent conduire également au décès lié à cette hypertension. Wow. Alors, prof, vous avez parlé que cette maladie a des petits pourcentages aussi qui peuvent provenir de l'origine génétique. Mais est-ce que cette maladie peut se transmettre, professeur? Comme nous sommes là, et puis il y a une possibilité que vous transmettez la maladie à quelqu'un d'autre, ou c'est seulement parce que d'origine, papa ou maman a souffert et puis ça peut vous atteindre?
Exact. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est parmi les maladies non transmissibles. Non transmissibles par les contacts, ou bien par la salive, ou bien, ou bien par un vecteur, une mouche, un moustique, ou non. Ça ne se transmet pas de cette manière-là. La transmission peut être génétique. Et il existe quelques rares gènes où il y a une seule anomalie présente qui se traduit immédiatement par l'hypertension chez l'individu. C'est assez rare. On les appelle des accidents monogéniques. C'est rare. La plupart de fois, c'est un ensemble de gènes que l'on reçoit des parents. Un ensemble qui prédispose. Il ne donne pas forcément l'élévation de la pression, mais dispose à développer l'hypertension dès que vous êtes dans des conditions de l'environnement qui permettent. Je vais dire quoi par là? Qu'on peut avoir deux jumeaux inévitables, c'est-à-dire deux individus qui se ressemblent sur le plan génétique, car ils ont reçu les mêmes gènes des parents. Si l'un vit dans les pays Bandibou où on consomme les mounsambo. Vous connaissez les mounsambo, c'est quoi? C'est les kayabou avec beaucoup de sel, etc. Eh bien, si l'un vit là et que l'autre vit à Katakokombe où l'on mange du pondou non salé, vous comprenez que celui qui est dans le pays Bandibou fera plus facilement l'hypertension que celui qui n'est pas exposé au sel. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les gènes que l'on reçoit prédisposent, interagissent avec les facteurs de l'environnement et c'est cette interaction qui entraîne le développement de l'élévation de la pression artérielle, de l'hypertension. Voilà. Donc, les gènes, sauf dans certains cas, où ils peuvent déjà donner la maladie, mais généralement donnent la prédisposition. Ça c'est vrai. Alors professeur, est-ce que ça peut se faire dans une famille où papa et maman ont souffert de cette maladie, que certains enfants de cette même lignée échappent à cette maladie et puis n'ont pas souffert? C'est possible, oui. C'est possible. On a les gènes que les enfants reçoivent ne sont pas identiques. Il faut être des jumeaux monozygotes pour avoir exactement les mêmes gènes. Ils peuvent être un peu différents et s'ils vivent dans des environnements également différents, eh bien, comme je vous ai dit, cette interaction peut ne pas survenir et donc certains peuvent faire d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si un parent est hypertendu, la probabilité, le risque d'être hypertendu soi-même est plus élevé que celui qui n'a pas de parents hypertendus. Quand les deux parents sont hypertendus, le risque est encore plus élevé. Alors, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelques aliments peut-être qu'il faut conseiller que les personnes mangent pour se mettre à l'abri de cette hypertension artérielle? Bien, est-ce que... Bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui vous disent il faut manger de l'ail, manger ceci, manger cela. Mais ce qui est vrai, c'est que certaines habitudes alimentaires sont associées à un risque moindre de pouvoir faire l'hypertension. Quelles sont ces habitudes? C'est la consommation de légumes. Manger beaucoup de légumes aide à ne pas faire facilement les maladies non transmissibles et l'hypertension. Manger beaucoup de fruits à cause de l'apport de potassium qui est là, eh bien, on a le risque moindre de pouvoir faire la maladie hypertensive. Consommer modérément, un peu moins l'alcool, eh bien, on a toujours un risque moindre de faire l'hypertension comparativement à ceux qui consomment excessivement d'alcool. J'ai parlé déjà du sel. Les aliments moins salés sont assez protecteurs que les aliments salés.
très salés. Alors, professeur, vous avez parlé de la consommation de légumes. Légumes aujourd'hui qu'on nous prépare à Kinshasa et à travers les pays, qu'on ajoute beaucoup d'ingrédients. Est-ce que ces ingrédients ne peuvent pas être aussi à la base de provoquer d'autres maladies, peut-être qu'on ignore jusqu'à présent? Ben, c'est tout à fait vrai. Je vais vous dire une chose qui nous a surpris nous-mêmes dans les études que nous avons faites ici à Kinshasa, des études que nous avons faites à Bukavu, et nous avons constaté, contre toute attente, que ceux qui rapportaient qu'ils mangeaient beaucoup de légumes, eh bien, avaient un risque plus élevé d'être hypertendus que ceux qui disaient nous mangeons moins. Nous avons été très surpris parce que c'était à l'encontre de tout ce que l'on enseigne. Ah bon? Et alors, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi ça pouvait être aux antipodes. Nous avons incriminé la manière dont on prépare. C'était incriminer la possibilité de sols dans lesquels ces légumes sont plantés. Par exemple, quand vous regardez la plupart des endroits où les légumes sont plantés à Kinshasa, c'est au bord, aux abords de routes, où il y a les fumées, tout ça. Et nous pensons qu'il peut y avoir une intoxication de ces légumes par des métaux qui peuvent échapper de ces véhicules. Et ceci peut être à la base de cet effet paradoxal que nous avons trouvé. Et donc, par contre, nous avons toujours nous-mêmes, avec mon collègue le professeur Longo, examinant les femmes enceintes de Kimpese. Nous avons été étonnés que les femmes qui rapportaient manger plus de légumes avaient moins de perturbations de leur tension au cours de la grossesse. Ça peut paraître paradoxal, professeur. D'un côté, il y a ceux qui consomment la même nourriture, mais les conséquences élevées de l'autre. Voilà, alors nous nous sommes dit que c'est peut-être pas le légume comme tel, c'est peut-être la manière dont il est apprêté pour préparé pour être mangé, et peut-être le sol sur lequel il est planté avec tout ce qui peut l'avoir contaminé comme métaux lourds, venant des déchets, des fumées des véhicules, etc. Parce que c'est toujours aux abords des routes qu'on trouve... Alors, prof, là, vous avez épinglé les légumes, les fruits, mais vous n'avez pas fait allusion à la viande ou les œufs, ça ne fait pas partie de... disons, par exemple, la consommation de la viande rouge est accompagnée parfois d'éléments d'athérosclérose qui peuvent avoir des effets sur la pression artérielle. La consommation de la viande rouge peut également avoir d'autres effets, notamment sur la survenue de certains cancers. C'est tout à fait vrai. La consommation des œufs entraîne l'athérosclérose très facilement, et c'est pour cela que pour la protection, nous préconisons de consommer peu, moins de, voire 1 ou 2 œufs par semaine au maximum. Wow. Voilà. Et donc, manger le poisson. Le poisson... frais ou fumé. Ça n'a pas d'impact parce que les poissons, il a aussi des graisses, mais ce sont les graisses polyinsaturées que nous espérons être très bonnes pour le développement de vaisseaux et qui empêchent la maladie dont j'ai parlé, l'athérosclérose, qui est parfois tributaire, qui est parfois à la base de la survenue de maladies cardiovasculaires. Alors, prof, cette maladie existe il y a plusieurs années. Est-ce qu'il y a des médicaments aujourd'hui que quelqu'un peut prendre pour être complètement guéri de l'hypertension artérielle, ou c'est une maladie à vie, comme on le dit? Oui, généralement on dit une hypertension d'un jour est une hypertension de tous les jours. C'est pour vous indiquer que
notre souci, c'est de baisser les valeurs de cette pression artérielle, de contrôler l'hypertension et de diminuer à cause de cela le risque de conséquences et de complications morbides et mortelles. Nous avons plusieurs molécules, mais avant de parler de ces molécules, quand nous avons une personne qui souffre de l'hypertension, l'hypertension est rarement une maladie isolée. Souvent, elle s'accompagne d'autres anomalies qui aggravent le risque de l'individu d'avoir des complications. Et dépendant de tout cela, nous, en ayant un malade, on examine son risque global. La meilleure façon, la plus simple, c'est d'additionner un peu les nombres des autres facteurs mauvais qui peuvent péjorer son risque qui sont présents. Par exemple, est-il obèse? Est-il diabétique? Est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il est inactif, sédentaire? Eh bien, tout cela, est-ce qu'il a déjà en lui des atteintes de certains organes? Eh bien, on fait tout cela et on formule un risque global de faire un accident, soit mortel, soit non mortel, mais un accident grave cardiovasculaire dans les 10 ans. Et quand ce risque est considéré comme faible, voire même très faible, eh bien, nous ne donnons pas obligatoirement des médicaments aux malades. Okay. On lui donne des conseils. Diminuer le sel, augmenter l'activité physique, diminuer le poids, consommer moins d'alcool. Ok? Manger légumes et fruits. Voilà. Mais si le risque est élevé, modéré à élevé, eh bien dans ces cas-là, nous préconisons en plus de ces conseils sur l'alimentation qu'on a donnés, nous préconisons des médicaments antihypertenseurs. Et il y en a de plusieurs classes, parmi lesquels à peu près 4 se sont montrés très efficaces dans le cadre de prévenir les complications et prévenir même la mortalité cardiovasculaire. Nous en avons donc de ces 4 groupes que nous pouvons donner à la plupart, sauf s'il y a des contre-indications. Nous avons la capacité de donner 1, donner 2, donner 3, donner 4, voire plus à ces malades, dépendant de la manière dont le malade a répondu. Souvent, nous préconisons une association des deux pour avoir un effet adjuvant, l'un et de l'autre, et on prend en petite quantité, en un seul comprimé, une seule fois par jour, pour que le malade ne soit pas, ne devienne pas un esclave de médicaments, 3, 4 fois chaque jour, 5, 6 comprimés. Non, nous préférons en avoir les 2 dans un comprimé, parfois les 3 dans un seul comprimé, qu'on prend pour une seule fois par jour pour pouvoir aider. Donc nous avons quelques médicaments qui peuvent contrôler l'hypertension chez plus de 80-90% des malades. Alors, je rappelle que nous parlons de l'hypertension artérielle avec le professeur Ngouyamba, qui est professeur docteur, c'est un spécialiste de ce domaine. Prof, avant que nous parlions peut-être vers la fin, est-ce qu'avec les praticiens, ils arrivent aussi à donner quelques solutions par rapport à cette maladie? Je n'ai pas une expérience réelle avec l'usage de potions, de produits traditionnels pour pouvoir soigner la maladie hypertensive. L'expérience que nous avions voulu mener aux cliniques universitaires avec un tradipraticien a été étouffé dans l'œuf, car il a été emporté très vite avant même que nous ayons commencé un protocole. Et depuis, nous n'avons pas eu un autre protocole, un autre tradipraticien avec lequel suivre un protocole ensemble et voir comment il évolue. Mais il y en a qui disent, prétendent pouvoir apporter des guérisons vis-à-vis de cette maladie.
Alors, professeur, il y a une question facteur âge, peut-être qu'on n'a pas parlé. Est-ce que dès la conception de l'enfant, que l'enfant commence à développer cette maladie, ou avec l'âge qui pourra développer cette maladie, ou carrément dès qu'il est né, dès ces premiers jours-là, il peut développer déjà ça si papa et maman avaient la maladie à nez? Nous disons que l'hypertension n'est pas très fréquente chez l'enfant. L'hypertension telle que nous la connaissons chez l'adulte n'est pas aussi fréquente chez l'enfant. Chez l'enfant, lorsqu'il y a une hypertension, elle est souvent secondaire à l'atteinte d'un autre organe dans le corps. Par exemple, le plus souvent, c'est l'atteinte des reins qui peut s'accompagner de l'élévation de la pression artérielle chez l'enfant, le plus souvent. Donc, c'est parfois l'exposition aux facteurs de risque que j'ai cités se fait parfois même dans la vie intra-utérine. Wow. Chez la femme enceinte, son enfant peut être exposé à certains risques. Wow. Par exemple, le tabagisme de la mère peut affecter l'enfant. Ah bon? N'est-ce pas? Oui, et cet enfant qui vient peut avoir des organes qui sont susceptibles avec l'exposition au cours du reste de la vie à développer certaines maladies. Ben, la nutrition de la mère. Les femmes qui ont une mauvaise nutrition pendant qu'elles sont enceintes, ceci peut se traduire aussi sur la nutrition chez l'enfant, qui peut apparaître un dysmature et qui peut avoir un mauvais fonctionnement, un mauvais développement des reins, un mauvais développement du pancréas, et ceci peut être la cause de l'apparition à l'âge adulte de ce même enfant de diabète, de l'hypertension, à cause de cette exposition déjà au sein de sa mère. C'est pour cela que la nutrition de la femme enceinte est quelque chose de très précieux pour le devenir des enfants qu'il porte. Ainsi, chez l'enfant, l'hypertension peut se développer. Le plus souvent, elle est secondaire. Secondaire à quoi? Secondaire à certaines atteintes au niveau des organes précieux comme les reins. Mais l'enfant, déjà, du fait d'avoir eu une mère mal nourrie pendant la grossesse, qu'il devient adulte, se traduire par soit une hypertension, soit un diabète. Alors, prof, lorsque vous dites de l'enfant, ici vous faites un enfant de quel âge à quel âge, par exemple, pour que celui qui n'est pas exposé directement à cette maladie sans qu'il y ait d'autres facteurs? C'est de quel âge à quel âge? Mais je ne peux pas dire. Les enfants peuvent avoir des syndromes urémiques, hémolytiques, peut arriver à n'importe quel moment chez certains enfants. Des atteintes des reins, les agressions au niveau des reins peuvent survenir à n'importe quel moment dépendant. Et cela peut entraîner réellement parfois une élévation de la pression et une hypertension. Je ne peux pas dire un âge pour lequel l'enfant peut développer l'hypertension. Mais je sais que lorsqu'on a connu cette mauvaise un mauvais développement du fait de la malnutrition de la mère pendant la grossesse, c'est souvent au moment où on atteint l'âge adulte que l'insuffisance des organes comme le rein se manifeste et que l'individu peut développer l'hypertension artérielle. Alors, professeur Bouyamba, on a presque 5 minutes pour clôturer cette émission. Nous connaissons les conditions que vivent les Congolais. Est-ce que les facteurs environnement, qui quelqu'un peut développer par exemple du souci,
peut avoir de l'impact sur l'hypertension artérielle? Les soucis, oui. Les stress, oui, les stress de tout genre et surtout leur effet. Parce que vous savez, nous ne vivons pas le stress de la même manière. Il y a le stress que l'on vit et qui peut déclencher au niveau de l'individu des perturbations hormonales, des perturbations sympathiques qui peuvent bien entendu se traduire par une perturbation de la pression artérielle et une élévation de la tension. C'est très fréquent. Donc ça dépend de la manière, de l'intensité de stress et de la capacité de l'individu de couver et de vivre ce stress. Mais le stress est accepté aujourd'hui comme quelque chose qui peut être à la base. Que voulez-vous? Quand un parent avec 12 enfants perd son emploi, n'a pas, vous comprenez, tout cela connu tous les jours aussi. Et puis il peut même commencer encore à boire un peu trop, ce qui va ajouter de nouveau à la situation de stress une autre complication qui peut conduire à l'élévation de la pression artérielle. Alors, presque l'avant-dernière question, professeur, que faire concrètement pour ne pas tomber à l'hypertension artérielle ou si on est déjà victime, comment faire pour se protéger? Quand on n'a pas encore une hypertension artérielle manifestée, il faut faire donc ce que nous disons une prévention primaire, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut faire que l'hypertension arrive. Donc ces facteurs de risque, éviter de prendre inutilement du poids, diminuer, comme je l'ai dit, la consommation d'alcool, avoir une activité physique régulière. Voilà, et manger moins de sel, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maximum 5 grammes de sel par jour. Eh bien, ces éléments peuvent éliminer le risque de développer la pression artérielle élevée, l'hypertension. Et quand on est déjà hypertendu, eh bien, ces mêmes mesures peuvent aider à baisser l'hypertension. Ces mêmes mesures peuvent aider les médicaments contre l'hypertension à être davantage efficaces. Et donc, vous comprenez, et quand on est hypertendu, pour éviter d'avoir des complications, et il faut recourir à ces modifications des comportements, il faut recourir à ce médicament et le prendre de la manière la plus régulière, car, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas un traitement qui, donné pendant une semaine, guérit. Nous, ce que nous faisons, c'est contrôler l'hypertension artérielle. Nous ne sommes pas encore arrivés à la guérir à proprement parler. Professeur Bouyamba, je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions. C'était avec plaisir que je l'ai fait. Peut-être un dernier mot téléspectateur par rapport à cette maladie hypertension artérielle. Il faut dire que l'hypertension artérielle nous guette tous. On ne sait qu'on est hypertendu que lorsqu'on a pris une pression, on a mesuré votre pression et qu'on l'a trouvée élevée à plusieurs occasions. Et comme elle n'a pas de symptômes, eh bien, ce que je préconise, c'est que pour les adultes, à partir de 20 ans, si c'est possible, mais à partir de 40 ans, obligatoirement, au moins une fois par an, se faire mesurer la pression artérielle. De cette manière, on peut apprendre qu'on est hypertendu et se soumettre au traitement. Et pour ceux qui ne sont pas hypertendus, avoir une activité physique régulière. Je ne dis pas qu'on doit devenir sportif, non, mais avoir une activité, une marche régulière de 3 ou 4 fois par semaine, 30 à 40 minutes, qui vous permettent de transpirer un peu, baisser le poids quand on peut et surtout éviter
une consommation excessive de sel et d'alcool. Professeur, je vous dis merci. Je vous en prie. Serment de liberté, c'est par cette note que nous clôturons cette émission que j'ai le réel plaisir de vous présenter avec le professeur Dr Bouyamba, que nous allons retrouver dans les fois prochaines, si jamais il est disponible. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve la fois prochaine avec un autre numéro. Derrière la caméra, Manik Sinjouli. Merci. Serment des libertés, votre opinion compte.